et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier Mme Méry, remercier le Médiathèque de ce partenariat qui nous lie depuis des années et qui marche bien, France Proche-Orient, la Médiathèque, voilà, avec des activités variées et diverses. Alors, avant de présenter nos orateurs pour ce soir, je voudrais juste redire ce que j'ai dit jeudi dernier, 12 octobre, que France Proche-Orient, notre association nationale, j'ai l'honneur de présider actuellement. Que dire? Je viens vous dire que loin de ces clichés, ces jugements de valeur, d'un Orient archaïque, mystique, irrationnel, anarchiste parfois, et d'un Occident moderne, intelligent et rationnel, l'association France Proche-Orient se veut une passerelle entre l'Orient et l'Occident. Après la soirée dont je vous ai parlé tout à l'heure, la soirée du 12 mars et juillet dernier, soirée qui était ô combien intéressante, ô combien sensible et jolie, je dis dans le bon sens, combien sensible, à l'occasion du printemps des poètes. Le titre était Poètes contemporains, libertaires d'Iran, tout un programme, accompagné d'une musique fabuleuse aussi. C'était vraiment une grande soirée. Après cette soirée, nous avons aujourd'hui l'honneur de nous réunir autour de l'Iran, une voix qui vient d'y passer, qui tend vers l'avenir. Tout un programme. Nous voulons, quelque part, de façon très modeste, lever le voile sur l'Iran et éclairer ce pays éternel. Une nouvelle lumière modeste. Voici l'objet de cette conférence. Alors, sans tarder, nous sommes réunis autour de M. le professeur Ali Rasmin, président de l'association franco-iranienne, qui a beaucoup d'activités, qui entre autres est le président de l'Académie géopolitique de Paris. Voilà, il va se présenter différemment si vous le souhaitez. Nous avons le professeur Massoud Mirshahi, qui est un grand monsieur, c'est un oncologue. Formation, c'est-à-dire s'occupe des cancers. C'est un chercheur à l'hôpital Lariboisière, CNRS, faculté de médecine Paris 7. Ils sont 6 ou 7. 7. Allez, 7. Ils sont très honorés de vous avoir, d'être à côté de vous. Et puis, nous avons M. Claude Chalab-Beres, c'est parfait, journaliste, écrivain, grand amateur de l'Iran, et qui a commis, entre autres, le livre que vous voyez à côté, que vous pouvez consulter, voire l'acquérir, et va le dédicacer en fin de soirée. Alors, comment ça va se passer? Je vous propose le plan suivant. On va donner la parole au fur et à mesure à chacun de nos orateurs valeureux, temps de parole 15 à 20 minutes. Et au bout d'une heure, à peu près, nous allons pouvoir faire circuler la parole à la demande des uns et des autres et discuter entre nous sur ce sujet très, très, très important. Voilà, sans tarder, je passe la parole à M. le professeur Ali Rasmin. Bien, merci bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier l'association France Proche-Orient, Madame Méry, Médiathèque de Q, qui sont mis à notre disposition pour exprimer notre point de vue concernant l'Iran. Vous savez, si on parle de l'Iran, si on parlait de l'Iran, on pensait de quoi? On pensait de caqui, de pistache, de pétrole. Et dans un passé récent, le nucléaire. Mais l'Iran, c'est un pays qui a 7000 ans d'histoire.
Il a vécu dans les guerres à l'époque d'Alexandre, l'attaque des Arabes, l'attaque des Turcs. Et puis, après, on a eu pas mal des influences des étrangers, des Russes, des Anglais, des Européens, des problèmes dans le Golfe Persique. Tout ça, comment vous voulez intervenir pour un sujet qui a été prévu pour 20 minutes, un quart d'heure. Moi, c'est ce que je pouvais vous exprimer. Une voix qui vient du passé. Je peux vous présenter les penseurs iraniens qui ont eu des influences dans le monde, au Moyen-Orient, dans le monde islamique, avec une perspective de l'influence iranienne. Et dans ce cas-là, l'Iran siège d'une des plus anciennes civilisations, l'étonnante continuité d'une culture dynamique qui renaissait de ses cendres à chaque reprise d'haleine, la puissance alchimique d'assimilation qui caractérisait son monde à la charnière de deux continents spirituels, le rôle capital que les lettrés et les penseurs iraniens avaient joué dans l'élaboration de la civilisation islamique et enfin fait particulier à une synthèse prodigieuse. La Perse était l'Orient et l'Occident harmonieusement fondus, indissolublement unis. Lorsque les penseurs d'une nation ont un patrimoine intellectuel qui déborde des frontières géographiques, il y a là une valeur culturelle internationale qui s'affirme ayant comme base indépendance de la nation. Le principe des nationalités qui, depuis la Révolution française, a inspiré tant de philosophes politiques, sociaux ou raciaux, de gauche ou de droite, ne pouvait manquer d'avoir un grand retentissement en Iran. Après la secousse de la Seconde Guerre mondiale, il est naturel que cette tendance nationale s'explicite. Chaque nation, après de grandes crises, peut redéfinir sa raison d'être, avoir recours à sa base linguistique. Exclusif, unique, sans réfléchir, d'une nation représente plus que cela et que son rayonnement spirituel et sa vocation internationale dépassent cette ère linguistique. C'est pourquoi la France n'a jamais songé à empêcher la Flandre française ou l'Alsace. Cette pépinière française, cette pépinière d'officiers français de parler un dialecte germanique. Pas plus qu'entrant à Tabriz, l'Iran ne songe de proscrire le dialecte turc dans cet Azerbaïdjan, qui a toujours été une pépinière de soldats iraniens luttant pour toutes les libertés. Liberté de la pensée, liberté de territoire. La constitution iranienne en 1906 était commencée, c'était en Azerbaïdjan. Il ne faut pas
regretter le temps où les penseurs persans se sont exprimés dans une langue qui leur était d'abord étrangère, une langue sémitique, alors que l'iranien est une langue aryenne. Les amis français de l'Iran se rappellent que chez eux aussi, les Celtes et de Ligure, il y a eu pendant 1000 ans des penseurs qui s'exprimaient dans une langue différente, la langue latine. Mais, à travers le latin culturel international, c'est pourquoi la France, qui a rayonné dans toute l'Europe occidentale pendant le Moyen-Âge, prenant conscience de ses ressources linguistiques qui dépassaient les besoins étroits de sa mission nationale et de sa mission internationale culturelle dans le monde entier. C'est pourquoi le français est devenu langue de civilisation. Il est temps de même pour l'iranien, qui est de plus en plus une langue de civilisation pour tout le Moyen-Orient, turc et hindou. C'est grâce à cet exercice préalable de la pensée des Iraniens du Moyen-Âge disciplinant un instrument linguistique difficile et étranger que les écrivains iraniens peuvent faire rayonner leur œuvre au-delà des frontières de l'Iran. Par exemple, en Inde, il y avait un plus grand nombre d'hommes lisant le livre iranien que dans l'Iran même. Là, il y a environ 14,2% de la population indienne et musulmane, soit environ 172 millions de personnes. Et la majeure partie d'entre eux s'expriment en persan. L'Iranien, pour étudier le droit canonique musulman et pour leur poésie. Il faut signaler à Lahore Mohammad Iqbal, qui fut un grand poète persan en 1938. C'était un poète hindou qui a su témoigner son appartenance au patrimoine iranien en consacrant d'abord son premier ouvrage au développement de la métaphysique de l'Iran. Puis, en faisant une visite très émouvante à la tombe de Hakim Sana'i à Ghazni. Évidemment, Ghazni n'est pas dans la mouvance politique iranienne. C'est une ville située au centre de l'Afghanistan, à 149 km au sud-ouest de Kaboul. Mais elle fait partie du patrimoine culturel et spirituel de l'Iran. En Turquie également, l'Iranien a été pour ce grand peuple l'occasion de sonder le problème religieux, les plus vieux mots que les Turcs ont employés dans la pensée religieuse. Par exemple, pour désigner le paradis et l'enfer, sont des mots iraniens qui ont été emportés au-delà des frontières politiques de l'Iran par des scribes sogdiens qui étaient en même temps des missionnaires chrétiens aramisés. C'est là où nous voyons déjà commencer l'action de cette valeur internationale des penseurs iraniens au-delà
de leurs propres frontières. Il est impossible maintenant encore en Turquie de parler de psychologie amoureuse sans référer à des vocables iraniens, sans évoquer chez les lecteurs lettrés l'écho des grands thèmes classiques de la poésie iranienne. Des pays qui actuellement passent pour turcs azéris, comme en Azerbaïdjan, ne peuvent pas oublier qu'ils ont été la patrie du grand poète Nazmi. Nizami, il y avait même eu une influence des penseurs iraniens sur la structure de la langue arabe. La langue iranienne elle-même est une langue indo-européenne. La langue arabe est une langue sémitique. Et la réaction de l'une sur l'autre est plus difficile à concevoir que l'influence du latin sur le français. Les penseurs iraniens déjà aramisés ont marqué quelques similitudes évocatrices propres à une langue aryenne. La périphrase, les conjections, une prose arabe si particulière exprimée par Abdullah ibn Mubarak, secrétaire d'administration omeyyide puis abbasside. Célèbre littérature perse et premier grand prosateur de langue arabe. Voilà la matrice de possibilités d'adaptation de la pensée iranienne à cet instrument si différent. Il y a là toute une série de penseurs arabisés, même d'origine iranienne, qui étaient à la cour des califes de Bagdad, et même certains membres de la famille calife qui ont su donner les premières règles de la rhétorique arabe et qui l'ont fait certainement en grande partie sur les modèles perses. La complexité des modèles persans se voit entre autres à travers les poupées immortelles Ferdowsi. Une époque de travail souterrain, clandestin, visant à traduire en arabe le littéraire du temps des Sassanides. Nous pouvons discerner les éléments proprement iraniens de ce qui provient de la Grèce, car dès le temps de Guézenov, les Grecs avaient su remarquer ce qui leur manquait et ce que l'Iran pouvait leur apporter. C'est une des raisons qui représentait déjà l'Iran à ce rôle très mystérieux que lui a fait jouer la conquête musulmane. Il y avait déjà auparavant une certaine empreinte sémitique en Iran. C'est une question très discutée et des savants soutiennent au contraire que si l'Iran qui a influé sur Israël, elle est araméenne. Certainement, Israël, à l'époque, il n'existait pas. C'était les Juifs, c'était Palestine. La difficulté de l'élaboration d'une civilisation à éléments sémitiques et à base religieuse par des penseurs iraniens, c'est-à-dire des penseurs aryens du Moyen Âge, cette difficulté a pu être vaincue parce que son élaboration avait été préparée par des réussites partielles. L'Iran avait déjà eu
un premier clivage. Si parmi les populations indo-européennes à l'ouest de Pamir, l'Iran avait déjà choisi sa voie au point de vue culturel, c'est parce qu'il était dissocié par une séparation très étrange et bien des siècles auparavant de sanskrit avec les Indes. Ces deux langues se dissocient d'une séparation culturelle très profonde, puisque d'un côté le mot Ahura, représentant le mot des dieux, devient Asura, désignant les démons. Cette séparation, si l'on peut dire, est à base de cultures religieuses diversifiées, l'Iran se trouve avoir reçu à ce moment-là une initiation différente à celle de l'Inde. Dès le début, par conséquent, l'Iran a déjà une personnalité. À la conquête d'Alexandre ne va pas lui faire perdre ni ses éléments, ni cette capacité d'assimiler les éléments sémitiques. Du moins, si la civilisation grecque a servi de véhicule de la pensée chrétienne, qui est d'origine sémitique, la Perse, elle aussi, a été l'agent de développement et l'expansion internationale de l'islam à base sémitique également. Du point de vue population, il n'y a aucun doute que la Perse a été pénétrée par des éléments sémitiques. À Sousse, la chose est ancienne, comme témoigne la tradition de la tombe de Daniel. L'histoire de Tobie nous mène sur la grande route de Hamadan, où se trouvent des terres existent encore. Dans l'histoire financière, les conspirations chiites contre la dynastie abbasside étaient élaborées par des banquiers pro-iraniens et des faits par le génie qu'Israël avait mis à la disposition des souverains sassanides. Lorsque le prophète de l'islam se trouvait à Médine, entouré d'Arabes, un homme, Salman Farsi, venant de Perse, arrive auparavant de lui et représentait les prémices spirituelles de l'islam iranien. En effet, il apportait une pensée hospitalité particulière, un témoignage de reconnaissance. Il reconnaissait dans le prophète un nouveau représentant authentique de la révélation, alors que lui-même était l'un d'un milieu chrétien, qu'il s'agit de l'islam ou de la langue arabe. Leurs plus purs défenseurs ont été des étrangers, des hôtes, constamment à travers les siècles, et c'est tout le problème de la vocation islamique des mollahs, des abdels, dont Salman était le premier. Salman, lui, a pris même la guerre des tranchées. C'était la première technique que l'Iran apportait à l'islam naissant. Et il en a eu beaucoup d'autres. C'est un Iranien reconnu par les musulmans, témoin au courant des choses de la Perse, comme celui
qui donne vraiment son sens à la vie de la cité et à la dignité du travail. Salman est entré dans un endroit maintenant désert, au bord du Tigre. Mais c'était jadis Madain, le grand Tisfoun, où la vraie croix fut captive. C'était une ville grande comme Constantinople. Mais Byzance n'est tombée qu'au bout de 8 siècles, tandis que Madain a été conquis au bout de 17 ans. Or, on comprend que toutes les techniques des penseurs iraniens se soient développées dans l'islam et que l'on trouve jusqu'à Catalogne des églises romaines qui ont été bâties par des maîtres d'œuvre iraniens. Un autre mystique d'origine iranienne, Mansour Hallaj, a fait croire à des survivances iraniennes, Mazdaï, dans sa célèbre théorie d'amour divin. Pour Hallaj, cet amour qu'il appelle désir n'est pas simplement le dimorphe du cosmos, c'est l'essence même du fond essentiel de Dieu. Et pour le désigner, Hallaj reprend le vieux mot arabe ishq, l'amour, qui n'est pas dans le courant, mais est classiquement exploité depuis Hassan al-Basri par école de Basra. Et grâce à Hallaj, le mot ishq désignera l'amour pur chez tous les poètes iraniens, de Abu Saïd à Hafez. Hafez disait: celui-là ne mourra jamais dont le cœur vit le désir. Et les Iraniens, ils disaient: Herkes namirat anke delesh zende shod be ishq. Je vous remercie pour cette période très difficile. Alors, merci, monsieur le professeur Ali Razbi, pour la clarté de votre exposé. Et surtout, vous avez respecté de façon scrupuleuse le 20 minutes. 20 minutes accordées. Très bien, merci beaucoup. Voilà, donc sans tarder, je passe la parole à monsieur le professeur Massoud Merchari pour faire suite à cette intervention. Merci beaucoup Madame Méry, merci beaucoup Monsieur Chapip, merci de vos associations pour nous accueillir en plein votre ville. On a eu la chance, en sortant de la nature, on est tombé dans les bras de Monsieur Hollande, alors du coup, on l'a pris comme une bonne... Alors, voilà. Il nous a serré la main. Donc c'est un président normal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, merci beaucoup. Alors, mon exposé concerne l'Iran, surtout l'Iran ancien. L'Iran qui on connaît, c'est parmi des civilisations les très très anciennes qui toujours il est vécu, à côté des Assyriennes, à côté des Égyptiennes, à côté d'autres Akkadiennes, Phéniciennes, tout ça existait, mais malheureusement les autres ont disparu. Un seul qui est survécu, c'est Perse, ce sont des Iraniens. Alors je vais vous donner un aperçu de quoi s'agit ces civilisations. Alors c'est que, pour voir, en gros, parce que le titre, pour qu'on le comprenne dès le début, c'est Anaïta. Anaïta, c'est une déesse iranienne qui a influencé, et vous verrez comment actuellement son nom il est un petit peu dérivé, il existe dans tout le monde, partout dans le monde.
Ahura Mazda, et Ahura Mazda c'est un dieu, comme M. Rasmin vient d'expliquer sur ce sujet-là. Alors, sous ce titre, moi je voulais expliquer l'impact des cultures iraniennes à travers du monde jusqu'au Renaissance. Alors cet exposé, il est divisé en plusieurs, une partie historique. Alors, oui, si vous voyez en tout cas, une partie qui voit le plan historique, comment l'Iran est fondé, comment ça a existé, comment ça est né. Après, on voit comment les noms issus de l'Iran actuellement à l'échelle internationale on l'utilise. Après aussi les mythes iraniens, comment sont propagés et ça existe, et comment c'est inséré pour valoriser ou pour pousser les autres mythes et religions et croyances religieuses. Je parle un petit peu de la philosophie, comment ils ont influencé la philosophie à l'échelle mondiale, enfin c'est un petit peu dans les mythes et philosophies, et les grands scientifiques qui viennent de cette monde iranien, et après comment leur architecture a influencé, et leurs festives et les fêtes aussi influencé à travers du monde et qui existe toujours jusqu'aujourd'hui. Alors, pour l'Iran historique, on va parler en Iran normalement, une fois qu'on parle d'il y a 7000 ans, et Nowruz, c'est une fête qui existe toujours, qui est témoignage de ça. Mais si on le classe, on parle des Pishtaniens, on parle des Kayaniens, Hachéménides, Parthes, Sassanides, et après Amazon arabe, et après il y a plein d'autres gouvernances qui, bon, on ne va pas assister sur eux surtout, parce qu'on ne peut pas traiter 3000 ans d'histoire, mais simplement on va donner une aperçu rapide, et je passe sur chaque. Alors déjà l'Iran aujourd'hui, normalement c'est ici. Et après, comment les Iraniens sont venus ici, les Iraniens sont venus, parce qu'on l'appelle le peuple indo-européen, c'est-à-dire qu'ils partagent soit avec la langue et la culture, et aussi les gènes, celles qui actuellement vivent en Europe et celles qui actuellement vivent en Occident en général, et en Iran et en Inde. Pour ça que cette terminologie peut-être n'a pas de valeur actuellement avec tous les mélanges, mais dans le temps, c'était classé, c'est pour faciliter comme un mot-clé dans la langue et dans l'étude des populations. Alors les Iraniens d'Iran, d'où ils sont venus, c'est que toute la terre il était envahie par le peuple, parce qu'on sait que les vrais êtres humains s'est monté d'Afrique vers l'Asie et après vers l'Europe. Mais finalement, nous, on ne connaît pas, il y a 50 000 ans, enfin, on a certains endroits comme dans les grottes, dans les choses où il reste un petit peu de leur civilisation, mais nous, en parlant, une fois que ces gens-là, ils ont pu faire gouverner, ou ils ont pu faire un État, à ce moment-là, faire de la civilisation. C'est pour ça qu'on descend jusqu'aux 4000 ans, 5000 ans, et à partir de ça, on remonte. Alors les Iraniens qui actuellement sont en Iran se sont venus de deux côtés de mer Caspienne, c'est là, où le foyer d'origine, après les savants peuples indo-iraniens, c'est grosso modo auquel d'ici, c'est dans l'Est d'Europe. Mais après de là, ils se sont propagés, ils sont générés de côté vers l'Est et vers l'Est et vers l'Ouest. Mais ce qui concerne l'Iran, ils sont descendus et ils ont commencé à former des gouvernements à partir de... Excusez-moi, toujours. Alors, c'est de cette sens, ils descendent des Hittites, qui sont d'Anatolie et d'autres, et on a aussi les Mèdes. Du côté est, ils descendent d'un peuple on verra bien, qui s'appelle Andronovie, et après, finalement, ils descendent dans la plateau iranienne. Et si on peut voir l'image de ce genre d'émigration, l'Europe, la France est là, l'Espagne est là, et l'Europe en général, et Caspienne est là, et l'Iran est là.
et finalement ce mouvement fait mélanger et une partie vont vers l'Inde et comme ça certains mots toujours persistent entre le plus lointain endroit de l'Inde et le plus lointain endroit de l'Europe. Et comme ça, les gens ils ont conclu qu'ils viennent de la même peuple, de la même civilisation ancienne. Alors c'est que finalement, il y a un peuple qui s'appelle Andronov, qui est de la civilisation Andronov actuellement au Kazakhstan, qui forme l'origine des Iraniens, qui descendent en bas et qui nous allons voir. Et normalement, ils sont tracés par quelque chose qui s'appelle Kurgan surtout. Kurgan, ce sont des choses comme pyramidales, comme on le voit ici. Normalement, c'est des tombeaux des anciens rois, et des tombeaux de ces... Alors, c'est ce que vous voyez ici. On ne sait pas, ce sont des petits collines, mais on ne sait pas comment il était dans le temps. Mais les Égyptiens, ils ont fait c'est sous forme des pyramides avec des pierres très dures, ça a persisté. Mais équivalent de ça, soit de côté Caucase, soit de côté Asie centrale, ça existe. Même maintenant, il y en a plein, mais on ne sait pas avant comment ils se présentaient. Mais si on étudie ce genre de kurgan, ça veut dire que ce sont des tombeaux comme dans les pyramides. Au milieu, il y a des défunts, il y a des personnes, il y a des os, des ossements et tout ce qui reste depuis 4000 ans. Et une fois qu'on analyse à partir des génétiques et leur DNA qu'on peut l'extraire et analyser, on voit qu'ils appartiennent à la peuple indo-européenne. Ça veut dire qu'ils sont des gens qui sont descendus dans les deux côtés de mer Caspienne, des deux côtés. Alors, c'est Kurgan, actuellement, c'est bien documenté, on le connaît à travers des pays de l'Est européen et aussi côté Caucase d'Iran et côté l'Asie centrale jusqu'au Chine, parce que c'est avec cette marque qu'ils se déplaçaient et ils ont eu cette habitude de s'enterrer leurs défunts dans des boîtes en bois et après enterrer, et à ce moment-là, actuellement ils ont donné ce genre de choses matérielles pour l'analyse génétique. Il y a pas mal d'articles qui est sorti dans le journal Human Genetics qui est dans le sens que moi je viens de dire. Alors finalement, les Iraniens, ils sont ceux qui est dans la dynastie iranienne connue. Il vient d'une civilisation qui actuellement on l'appelle Andronov. Cette civilisation, il génère une fois qu'ils descendent, ils génèrent des civilisations plus costauds, plus gouvernées, et c'est à partir de ça qu'on appelle les Pishtadiens chez nous les Iraniens. Ça veut dire les premières dynasties qui s'est formées, ce sont des Pishtadiens qui sont dans l'Asie centrale, autour de la mer Aral actuellement, nord de l'Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan et le sud de Kazakhstan. Et le monsieur qui était, il y a 1000 ans, réunit tous les documents à la langue ancienne palavite et avestique, dans le temps il s'appelait Ferdowsi. C'est monsieur Ferdowsi, monsieur Rasmin, il a parlé de lui. Mais c'est une personnalité très importante qui a sauvé un petit peu la civilisation iranienne à travers du temps. Parce qu'il a pu trouver les documents anciens, la traduire à la langue qui était usagée il y a 1000 ans, et actuellement cette langue ça existe, et ce livre ça existe, et ce livre c'est traduit en français, et ça existe, et il est à disposition de tout le monde. Et pour son millième année de naissance, même c'était fait en France, c'est même en présence du président de la République française, et pour ça qui est à Paris, dans une parc, et Paris 8e, parc Monceau, il y a une avenue Ferdowsi à ce moment-là. Alors ce livre, il est très riche et c'est témoignage de toute la dynastie iranienne. Alors c'est que, j'ai mis cette diapo simplement pour savoir qu'actuellement il n'y a pas du tout des problèmes de déterminer l'âge et la racine de chaque ossement. Parce qu'on peut extraire des DNA et avec des DNA on peut comprendre que ces gens-là appartiennent à quelle époque, à quel peuple, et même avec une constance de mutation qui est dans la mitochondrie et dans les gènes, on peut dire exactement de quel
date, il peut exister par exemple, et c'est grâce à ça qu'ils ont vu, comme vous voyez ici, dans pas mal des kurgans, ils ont pu identifier les gènes et à ce moment-là faire la planche génétique avec un haplogroupe. Et comme ça qu'ils ont pu regrouper à l'échelle internationale les migrations, comme actuellement ils le font pour l'Amérique du Sud, pour Maya et pour Sipan et d'autres. Bon, ça peut exister aussi pour le monde méditerranéen, la même chose, et finalement ils ont prouvé les choses qu'il faut dans le bon sens. Mais cette histoire que je raconte n'est pas très nouveau, parce que même il y a en 1981 un Français, dans 500 pages, il a écrit comment les Iraniens ils sont descendus dans la plateau iranienne, et il a dit les Iraniens 2500 à 10 ans avant Jésus-Christ. Alors ces livres, ça existe, c'est en français, c'est un académicien à l'époque qui l'a écrit. Alors, c'est que finalement, si on regarde un petit peu l'histoire de l'Iran, c'est qu'il y a des dynasties, grâce à Ferdowsi et d'autres livres maintenant, on connaît les noms des rois, à gauche, tous les rois dans la Pishtadiane, côté Andronov, et à gauche, à droite, tous les droits qui existaient pendant autour de Amoudaria, actuellement, nord d'Afghanistan, Ouzbékistan, l'Est d'Iran en général. Alors, voilà, c'est que finalement, tous les gens qui ont descendu, ils ont généré des empires, l'un après l'autre. Ça, c'est des empires achaminides, qui étaient presque d'Égypte jusqu'à la Chine, jusqu'à l'Europe. Et finalement, après eux, c'était les Ashkanides, et qui ont perdu un petit peu des territoires, mais quand même, c'était assez vaste. Après, c'est Sassanides, et après, après l'islam, c'est devenu samanide. Bon, moi je dis l'influence de chaque dynastie, comment a pu faire vivre jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les noms comme Arya. Vous en avez des Arya, Arya-mère, Ariane, Arya, tout ça. Mais d'où vient ce mot Arya? Ce mot d'Arya vient de l'Iran. Ça veut dire que c'est des gens nobles. Et à l'époque, les gens nobles s'appelaient Arya. Mais comme ici, par exemple, vous avez des personnalités qui sont des comtesses ou d'autres personnes, enfin, je dis comme ça, mais on voit que le mot de ajouter sur eux, ça donnait une élégance à eux, et Arya, c'est quelque chose aussi important à l'époque qui est resté, et finalement, malheureusement, les gens comme Hitler et tout ça, qu'ils ont un petit peu exploité mal, et finalement, ça donnait, mais quand même dans le côté iranien, toujours c'est un mot assez... Un autre mot qui est bien connu, c'est Anaïta. Alors maintenant, vous voyez ici, Arya, c'est quelque chose qui est assez important. Je viens de dire Anaïta, c'est un nom qui est un prénom de fille. C'était une déesse de l'eau, de propriété. Mais actuellement, vous en avez sous forme d'Anaïs, Anna, Anaïta, enfin vous en avez comme je viens de marquer, Anaïd et tout ça, tous sont d'origine dérivés d'Anaïta. C'était une déesse de propreté et déesse de l'eau. Actuellement, après un autre nom qui est assez répandu, c'est Roxana, qui est le nom de Roxane. Roxana et tout, c'était qui ces fameux Roxana? Ces fameux Roxana, c'était une dame qui Alexandre de Rente l'a épousée. Et en réalité, c'était une dame qui avait un pen sur ses cheveux, comme ça devant son image, c'est-à-dire il y avait un pen devant son visage. Mais finalement, ça s'appelait Roxane et Roxana et pas mal dérivés aussi, ça existe à travers le monde. Alors, on rentre, voilà, ça c'était les noms où je me suis arrêté avec les trois noms, Arya, Anaïta, et qui ça donnait pas mal des dérivés actuellement en Europe. Vous avez des amis qui s'appellent Anaïd ou Anaïsa et d'autres. Après, il y a les Lémites. Pour chaque dynastie, j'ai essayé de voir comment ils ont pu agir sur les Achéménides, Parthes et Sassanides. Je viens l'un après l'autre, rapidement. Alors, Achéménides, bon, c'est Cyrus le Grand, c'est la première. Avec lui, c'était un libérateur des Juifs à Babylone, et finalement c'est devenu comme un messie dans la Bible. Ça veut dire
c'est un roi perse, il est devenu une personnalité très importante dans la Bible. Et dans la Bible, 13 fois, on parle de Cyrus, qui en iranien, en hébreu, s'appelle Kurosh. Alors ici, j'ai mis comme les premiers exemples. À chaque fois comme ça, et ça c'est les dernières, il y a dans 13 versets, et on parle de cette personnalité qui c'était un roi, c'est Kurosh Cyrus. Et même vous avez actuellement, vous voyez, il y a des artistes qui s'appellent Cyrus et Sirius et tout ça, et tous viennent de la même origine de cette personne. Après, une autre un autre mythe qui était assez intéressant, enfin je donne un autre exemple des Parthes, c'est-à-dire la deuxième grande dynastie, c'est les Mithraïs. Mithra, c'était une religion qui était propagée, qui était en Iran d'abord, c'était Mahayana, c'était pour la soleil il y a 3000-4000 ans avant, mais finalement après Zoroastre il a mélangé avec le reste des religions zoroastriennes et finalement c'est dans les Parthes ils l'ont identifié et devenu religion des rois romains et comme ça qui était remplacé après avec tout ce qu'il faut par le christianisme. Par exemple, regardez, vous dites septembre, ça veut dire 9e mois, mais septembre c'est 7e mois. Mais septembre, 7e mois, c'est dans l'année mithraïque qui est 7e mois. Mais c'est pas dans l'année chrétienne. Par exemple, vous dites novembre, 9e mois. Mais si vous regardez comme ça, l'influence est très très forte. Même ça restait, mais on l'utilise couramment parce que finalement, novembre, décembre, octobre, décembre, 10e mois. Mais c'est pas le 12e mois. Mais celle-là, c'est le 10e mois. Si on prend le mois iranien, ça fait 10e mois. Mais si on prend le mois chrétien, après janvier, c'est pas 10e mois. C'est comme ça vous pouvez imaginer l'influence de Mithra et Mithraïsme. Et presque au faquet, une des Césars qui a converti en christianisme, et à ce moment-là, il a obligé que tous les Mithraons, l'endroit qu'il y avait les Mithra-Khanets, c'est-à-dire le lieu de religion des Mithra, qui soient transformés en église, et même parmi ces Vaticans, si vous descendez dans la centre du Vatican, vous voyez qu'il y a un Mithraon, et il y a ça, c'est ce que vous voyez ici, au sous-sol de Vatican. Alors c'est une autre influence qu'il a vu les Parthes, c'est cette fameuse galette de roi. Cette galette de roi que vous mangez toujours, qui est toujours on le prend, ça vient après Marco Polo et après les autres historiens, ça vient des 3 rois qui étaient envoyés par les Perses pour reconnaître Jésus. À ce moment-là, ça c'est deux images. Il est pris des voyages de Marco Polo. Et ici aussi, vous voyez que ces 3 mages qui est dans une église en Italie, qui sont venus pour revoir Christ. Et c'est comme ça qu'ils sont reconnus par les rois perses et c'est grâce à ça, et après, il y a les galettes de rois, et les galettes de rois, ça veut dire que ces galettes des rois perses qui sont venus reconnaître Jésus. Mais simplement, c'est là, vous n'êtes pas d'Afrique, mais c'est le 3e roi qui s'est changé la couleur, c'est ce dernier temps. Simplement, les papes, ils préféraient par exemple, il y a un représentant d'Afrique aussi parmi les rois, comme ça c'est pour garder le monde complet. Mais sinon, comme vous voyez, les rois dans les églises, toujours c'est la même. Alors, après, il y a les Parthes. Bon, c'est grâce à ces rois-là que Benoît XVI déclare qu'il on s'est trompé dans la date, il faut 6 à 7 années, et plus en avant de corriger l'année. Par exemple, si on est 2020, en réalité on est 2027 après la naissance de Jésus. Alors c'est que quelque chose qui est intéressant à Paris, enfin en France, que vous pouvez aller visiter, c'est à Perpignan, dans la Arles-sur-Tech. Ars-sur-Tech aussi, il y a 2 princes persanes qui s'est adorés et qui existe dans Ars-sur-Tech, dans un abbaye qui est là. Vous pouvez aller le voir, l'histoire qu'ils vont vous raconter, c'est extraordinaire, parce que ces gens-là, c'était des chrétiennes qui ne voulaient pas se convertir en d'autres à l'époque romaine.
À ce moment-là, il était exécuté et après quelqu'un d'Arles, Pyrénées-Orientales, qu'il est parti à Rome, et finalement, il y a une histoire qui c'est pas mal d'aller voir Arles-sur-Tech pour voir ces deux princes persanes avec tout ce qui va avec. Alors, c'est qu'une autre chose qui a influencé encore de chez les Iraniens, j'arriverai à la fin presque, c'est l'histoire de Mani. Mani, c'est une manichéisme que vous savez, c'est quelqu'un qui connaissait qu'il y a tout le monde et du bien et du mal, et finalement, qui est une partie qui a influencé le christianisme, et c'est devenu catharisme, et le catharisme qui est un petit peu, qui gênait un petit peu l'église classique de Rome, et tout s'était exécuté, et la personnalité d'origine qui a évoqué ce genre de pensée s'appelait Mani, M-A-N-I, qui donnait cette manichéisme et cette pensée et caractère manichéique aussi qui vient de ça. Alors c'est que, les Samans des Perses, c'était une autre personne sassanide qui a bien influencé prophète, et même c'était les Gabriel. Après c'était lui qui était important parce que c'était le messager de Dieu pour le prophète musulman. À ce moment-là, c'était une personnalité, mais bon, après, le prophète Mohammed a pris plus d'importance plus tard. Alors, c'est qu'une autre chose que je voulais assister, c'était l'influence des scientifiques d'origine iranienne dans le monde. Par exemple, vous avez le nom de logarithme. Logarithme vient d'algorithme, c'est Kharazmi. C'était un mathématicien. Et enfin, il y a une série de mathématiciens, médecins que vous connaissez ou que vous avez entendu, comme par exemple même Avicenne, comme on l'appelle l'hôpital Avicenne actuellement. Tout ça, ça vient de ce monde iranien qui sont tous sont nés et tous sont d'origine plutôt d'Asie centrale. Pourquoi? Après l'invasion arabe, l'université Gondi Chapeau, qui c'était une université sassanide, toutes ces personnes-là sont émigrées le plus loin possible du monde arabe, d'envahisseurs, et finalement ils sont regroupés dans l'Asie centrale, imaginez Bokhara, Samarkand aujourd'hui, et générer le monde intellectuel de l'époque, et ça donnait des personnes comme algorithmique, et ça, même c'est à l'origine du mot de logarithme. Vous voyez, ce sont des personnalités assez importantes et très très grandes qui ont inventé zéro après la mathématicienne indienne. Alors c'est que pour finir, c'est l'architecture, c'est très important parce que finalement, l'architecture iranienne, comme je disais, Ariane et tout ça, c'est vrai que cette croix gammée, c'était chez les Iraniens plutôt avant, et ils se baladaient avec ces croix gammées pour dire qu'ils sont là. Pourquoi croix gammée? Parce qu'ils pensaient que chaque personne qui décède, grâce à cette croix, son âme va monter dans le ciel. Alors c'était adoré, et finalement, pour ça aussi, que même les rois Hachamanides, ils ont fait dans le centre de croix, ils se sont entrés tous dans les centres de croix. Et les croix, finalement, c'était une invention après croix gammée et après même Christ. Après, finalement, c'est pour monter dans le ciel, c'est qu'on le crucifiait ou on le déposait dans le centre d'un croix. Et finalement, centre d'un croix, parce que c'était ça, centre d'une croix qui peut monter dans le ciel, et sans cette croix qui les rois hachémanides ils se mettaient dedans, et sans de ces croix qui généraient cette architecture qui actuellement s'appelle l'architecture islamique, avec les grands dômes, avec tout ça, mais ce n'est pas une architecture islamique, c'est une architecture sassanide. Mais le fait que tout de suite Sassanide est remplacé par les musulmans, alors ça s'appelle l'architecture islamique. Et pourquoi? Par exemple, vous voyez que ça c'est une maison de feu de Zoroastre. Comment il peut comme une autre maison actuellement à Bakou, c'est là, qui était allumée jusqu'il y a quelques années. Après c'est là au Bokhara Samanide, et toute l'architecture islamique finalement c'est nourri à partir de ça. Regardez ça et ça. Ces deux minards, ça monte et c'est là, ça reste. Après, on joue tous sur ça pour donner une architecture islamique. C'est-à-dire la base d'architecture islamique, c'est ces deux pièces, et la base fondamentale d'architecture religieuse, c'est ces petits carrés. Parce que c'est même, comme vous voyez, à Vatican,
au centre, il est fait en charta. Charta, ça veut dire de 4, char, ça veut dire 4, et 4 endroits, 4 traverses. Alors c'est là, devenu ça c'est charta, et après c'est modifié, même ça donnait la Saint-Pierre, si vous le regardez encore, qui est comme je viens de mettre ici, les pièces sont exactement la même chose qu'il y a 2000 ans, les temples de feu zoroastriennes. Alors c'est fini. La fête qui reste, c'est la fête de Nowruz. Tous ces mondes iraniens qui se sont réunis. Il y a Nowruz, début du printemps, c'était fêté par les personnes qui, par UNESCO, enfin, c'est demandé pour reconnaître là comme un patrimoine non matériel. Et à ce moment-là, c'était reconnu à partir de 2009. Et nous avons fondé une association, cette association, il fête c'est là pendant une dizaine d'années à Paris et à travers tout le monde, on essaie de propager cette fête. Et quelque chose je donne un exemple de cette fête qui est au Sibérie. Vous voyez que c'est fête de Nowruz avec le feu, avec toutes les personnes ils attendent que le soleil monte. Et finalement, c'est comme ça, c'est le printemps qui commence. Désolé pour ces... Après, si vous avez, je voulais donner un aperçu, comme ça, vous voyez, et après, s'il y a des questions, on va discuter après. Merci beaucoup, excusez-moi avec tout ce qui va. Merci beaucoup pour la clarté de votre exposé, c'est très intéressant. C'est vrai, vous avez dépassé un petit peu, mais c'était intéressant. Voilà, on va vous pardonner. Alors, donc, sans tarder, je passe la parole à M. Claude Chalab-Brice. C'est toujours parfait. Parfait, Oui, merci. merci. J'arrive. Et donc, vous avez entre 15 et 20 minutes aussi. C'est pareil. Donc bonjour à vous toutes et à vous tous. Salam, Rosh Hanani, ce qui veut dire bonjour et donc bienvenue en persan. Donc moi je vais plutôt tendre vers l'Iran d'aujourd'hui. On a bien apprécié donc, la culture perse et le passé iranien. Donc pour moi il y a deux événements qui sont majeurs dans la création de ce qu'est l'Iran aujourd'hui. C'est l'avènement de l'Ayatollah Khomeini et la guerre Iran-Irak. Alors, donc l'avènement de l'Ayatollah Khomeini fait suite à la dynastie Pahlavi, donc au Shah. L'Ayatollah Khomeini est un dissident en Iran. Il se fait chasser d'Irak pour ses activités révolutionnaires, interdit le territoire en Libye, en Syrie et au Liban, et il trouve refuge dans un pays connu pour sa proverbiale liberté d'expression, c'est-à-dire la France, et plus particulièrement à Neuf-le-Château, petite ville des Yvelines. Il va rester 112 jours en France. Beaucoup d'intellectuels français voient en lui un nouveau Mahatma Gandhi, un vent de renouveau finalement pour cet Iran, mais aussi pour le monde intellectuel. Faut dire que le Shah d'Iran n'était pas connu pour une liberté d'expression pour les Iraniens et les Iraniennes, bien qu'il y ait eu une révolution blanche en Iran du temps de sa dynastie, donc pour le fils et le père. Donc révolution blanche, c'est quoi? C'est aller vers vraiment le modernisme, vers par exemple le droit des femmes à voter. C'est quand même le Shah Pahlavi qui l'a mis en place, mais c'est aussi, pour ses détracteurs, c'est une répression à tout va. C'était un dictateur en puissance, mais c'était quelqu'un qui dialoguait d'égal à égal avec les puissances occidentales. Et donc, on a tout fait en fait pour que l'Ayatollah Khomeini, en fait, d'abord, reste en France. Parce que finalement, ce Shah, le Shah Pahlavi, en fait, dialoguait vraiment d'égal à égal, et on avait peur, en fait, des puissances extraterritoriales iraniennes. Et Valéry Giscard d'Estaing, qui était alors président en exercice, a appris d'un des deux médecins du Shah que celui-ci était atteint d'un cancer.
Et donc en fait, on voyait avec le Shah d'Iran, finalement, quelqu'un, le pion idoine en fait pour ces occidentaux, donc l'américain en tête, pour assurer une stabilité dans cette région du monde. Malheureusement, voilà, avec cette nouvelle donne, donc atteint un cancer, donc ça veut dire qu'il n'allait pas rester au pouvoir très longtemps. Et bien finalement, on a mis en place l'ayatollah Khomeini, donc en fait c'est un avion affrété par le gouvernement français, que l'ayatollah Khomeini revient au pays. L'armée iranienne, qui d'abord, dans un premier temps, n'avait pas soutenu la révolution iranienne, donc pour chasser le Shah, finalement s'est rangé aux côtés du peuple. Donc l'ayatollah Khomeini revient en Iran, et finalement, le Shah qui était parti, qui pensait revenir, finalement il ne reviendra pas, et il mourra en exil très loin de chez lui. Le second événement, donc c'est la guerre Iran-Irak qui s'est déroulée en fait en 1980, donc un peu plus d'un an après l'avènement de l'ayatollah Khomeini. L'ayatollah Khomeini, il arrive en Iran et il trouve finalement un accueil extraordinaire. D'abord par des jeunes intellectuels, alors assez bizarrement, puisqu'en fait on voyait quand même le Shah d'Iran, quelqu'un qui était pro-modernité, qui jouait à part égale avec les puissances occidentales, et puis l'ayatollah Khomeini avec un turban, une barbe, qui incarnait plutôt des valeurs passéistes, et bien complètement en fait à l'encontre de ce qu'on pouvait penser. En fait, c'est vraiment les jeunes en fait qui ont fait en sorte que le Shah revienne, pardon, l'ayatollah Khomeini revienne donc en Iran et chasse le Shah. Et l'ayatollah Khomeini en fait a vraiment joué en fait sur les intellectuels. D'ailleurs, on a appelé en Iran la révolution des piétinés. Alors c'est l'ayatollah Khomeini qui a essayé d'instaurer ça en fait pour s'allier la classe défavorisée. Mais la classe défavorisée, en fait, n'a jamais voulu de l'ayatollah Khomeini en Iran. C'était vraiment d'abord les jeunes, la classe intellectuelle, la classe dirigeante qui a voulu donc, que l'ayatollah Khomeini reste en Iran et prenne le pouvoir. Malheureusement, l'ayatollah Khomeini, bon, comme on dit, un dictateur chasse toujours un autre dictateur. Et donc, en fait, le turban a remplacé la couronne. Et rapidement, en fait, l'ayatollah Khomeini a instauré un culte de la personnalité et un intégrisme chiite islamique. La guerre Iran-Irak est arrivée donc un an après, avec Saddam Hussein côté irakien, et surtout en fait, je vais vous projeter quelques photographies pour illustrer. Voilà, donc l'ayatollah Khomeini. Ici, on voit l'ayatollah Khomeini qui descend de l'avion Air France. Ah, pardon. Voilà, donc ici, on voit l'ayatollah, donc c'est la photographie d'une affiche récupérée au musée de la Défense sacrée, donc qui se situe à Téhéran, semble-t-il. Voilà, donc on voit bien en fait le halo de lumière. On voit l'ayatollah Khomeini qui descend d'un avion affrété par le gouvernement français, donc un avion Air France. On voit l'accueil privilégié qui lui est réservé à Téhéran et dans l'ensemble du pays. Et ici, donc, c'est un article d'un journal français, donc les deux fronts de la guerre, donc cette guerre Iran-Irak, qui s'est déroulée donc à partir dès le 22 septembre 1980. Donc plus d'un an après l'avènement de l'ayatollah Khomeini. Donc cette guerre a duré 8 ans, a fait 1 million de morts, mais elle a surtout fourni des martyrs en nombre. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour les géopoliticiens, pour les politologues, l'Iran d'aujourd'hui s'est construit à partir de l'avènement de l'ayatollah Khomeini, mais surtout de cette guerre Iran-Irak. Et dans ce culte des martyrs. Alors, pour les Iraniens, pour nombre d'Iraniens, ils ne comprennent pas pourquoi nous, en France, on n'aurait pas aussi un culte finalement de tous nos défunts, de tous les combattants morts dans les précédentes guerres, en 14-18, 39-45. Sauf que là, le culte des martyrs est vraiment institutionnalisé. Et donc on profite de chaque événement pour finalement rallier les Iraniens et les Iraniennes auprès des défenseurs de la foi.
Et à chaque fois, chaque nouvelle guerre en fait, fournit une excuse en fait, pour engranger son lot de martyrs et rallier la population auprès de ces défenseurs de la foi. Donc je parle forcément des mollahs, des ayatollahs, et donc du gouvernement islamique. Et d'ailleurs, la dernière guerre de Syrie fournit son lot de martyrs. Et ce qui est intéressant, c'est aussi dès qu'il se passe quelque chose en Iran, comme l'avion qui a été détruit par des missiles iraniens, comme chaque manifestation, que ce soit pour le nucléaire ou pour d'autres, en fait, chaque fois, c'est les Occidentaux, c'est les Américains en tête qui manipulent les forces vives iraniennes pour déstabiliser le pouvoir. Et ça, c'est... Voilà, donc ici, on a des photos de martyrs hein, qui sont vraiment... Je vérifie si vous voyez bien derrière moi. Ici, les martyrs sont affichés de partout sur des fresques, tous les carrefours, sur les avenues, les rues. Ici, c'est un cimetière donc de martyrs. Là, c'est la mosquée avec l'ayatollah Khomeini, qui est un des premiers martyrs. Ici, c'est le cimetière de Estrara. Un autre cimetière de martyrs. Donc là, c'est un grand carrefour à Téhéran, où une affiche immense pour des martyrs, Down with the USA, donc ça veut dire abat les USA. Voilà. Et ce genre de fresque, en fait, on le voit vraiment de partout en Iran. Donc, il y a une très forte communication qui est faite autour de ça. Et ici, je vais remettre ça. Donc, ça date de l'année dernière, quand Trump a remis l'embargo en place pour les Iraniens. Donc, ça, c'est une petite affiche qui était dans les métros, donc soit à Téhéran, à Mashhad ou ailleurs. Et donc, on voit Trump, en fait, qui se protège, avec l'Amérique en déliquescence. Donc, c'est le pays Amérique, avec tous les bruits qui tombent autour de lui. Donc cette guerre Iran-Irak a vraiment fourni son lot de martyrs et a permis aux conservateurs finalement de rester sur le devant de la scène. Alors je vais vous parler quand même du quotidien des Iraniens aujourd'hui. Alors l'Iran, c'est un pays qui est grand comme Alors c'est l'Italie, la France, l'Espagne et la Suisse et l'Angleterre réunis. Donc c'est un pays qui est immense, couvert de montagnes, couvert de plateaux, couvert de déserts. C'est des paysages magnifiques. Le salaire moyen est de 350 €. Donc beaucoup d'Iraniens ont plusieurs travails, surtout depuis la remise en place de l'embargo par Donald Trump. Il faut savoir que depuis la remise en place de l'embargo, les prix, quelles que soient les denrées, j'entends bien, les prix ont été multipliés entre 2 et 3. Donc imaginez votre vie en France, si n'importe quelle denrée, n'importe quel produit, son prix avait été multiplié par 2 ou 3. Donc beaucoup d'Iraniens ont entre 2 et 3 activités. C'est un pays qui est très jeune, 2 tiers des Iraniens ont moins de 40 ans, mais 1 sur 2 est au chômage. Donc beaucoup rêvent de partir, mais c'est très difficile, parce que ça coûte cher. Et puis il y a très peu de pays qui autorisent la sortie des Iraniens, donc les visas sont très chers. Savoir que 40% des adultes aussi en âge de se marier sont célibataires. Donc il ne faut pas croire que l'Iran c'est un pays comme d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman, voilà, c'est un pays chiite, mais tous les islams ne se ressemblent pas. Par exemple, on a le même taux de divorce que l'Angleterre. Savoir aussi que on parle beaucoup de la violation des droits des femmes. Savoir que les hommes n'ont pas la place la plus enviable en Iran, puisque les hommes sont des porteurs de valeurs d'altruisme, de virilité, et donc ils doivent supporter finalement la famille et donc les revenus familiaux. Et donc par exemple les femmes sont plus éduquées, ont plus à l'université que les hommes, parce que les hommes doivent aller travailler plus rapidement pour asseoir les revenus familiaux, alors que les femmes, non, elles sont beaucoup plus éduquées, elles ont le droit de conduire. On parle beaucoup du port du voile, j'en traite dans mon livre, hein, je parle de la problématique du port du voile en Iran, je le ramène aussi en France, donc on a connu cette problématique il y a quelques années, donc j'essaye d'expliquer tout ça. On dit beaucoup, voilà, une femme vue sans voile en Iran, c'est 3 mois de prison, on oublie de dire qu'un homme vu en short, c'est aussi 3 mois de prison.
Donc les femmes n'ont pas forcément le rôle le moins enviable. Je vais vous parler aussi de deux choses très intéressantes en Iran. C'est les bazars. En fait, les bazars, quand les premiers chiites, les premiers musulmans donc, s'installent en Iran, ils vivent dans des ghettos. Et donc, en fait, ils ont besoin de lieux pour pratiquer leur religion, mais aussi pour se purifier, mais aussi pour manger. Parce qu'en fait, c'est bien de faire œuvre de religion, mais c'est aussi, ou de commerce, mais c'est bien aussi de faire du commerce de mots. Voilà. Donc ils ont besoin de lieux pour se purifier, donc ainsi ils créent des bains, donc les hammams, qui jouxtent les bazars, et ils créent aussi des cafés, des restaurants pour se boire entre amis. Et donc le bazar, c'est vraiment un lieu de convivialité, un fort lieu de rencontre sociétale en Iran, et on trouve des bazars vraiment aux quatre coins de tout l'Iran, vraiment dans toutes les villes, et c'est vraiment un lieu d'échange. Donc ça, c'est un lieu assez formidable en Iran. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Voilà, donc des bazars. Les bazaris, donc c'est les commerçants, c'est eux qui tiennent le bazar. Donc on y vend beaucoup de choses. Donc ici, vous avez des épices. Ici, vous avez quelques légumes, des dattes. Voilà, les boulangers, là c'est des broyeurs d'herbes, puisqu'en fait la cuisine iranienne, la gastronomie iranienne est construite autour des koretch. Alors un koretch, ça veut dire à la fois un ragoût, donc c'est des ragoûts à base de fruits, de viande essentiellement, donc des coins, des rhubarbes, etc. Mais aussi d'herbes fraîches moulues, et c'est ça qui donne tout l'intérêt à la gastronomie iranienne. On va les vendeurs de tapis bien évidemment. Et les roses, donc la rose de Damas et aussi la rose de Mahomet. Sa culture a lieu autour de Cachan, autour de mai et juin, avec des fêtes extraordinaires, de l'eau de rose à ramener bien évidemment, et donc c'est hammam, lieu de convivialité par excellence. Alors très peu d'hammam reste encore à l'activité en Iran. On en trouve encore en Égypte, au Liban, en Turquie. Donc ici vous avez des hammams. Souvent ils sont reconvertis en musée. Ou en salon de thé, donc chaque année. Oui, ici une photo de hammam, voilà. Je vais rester sur la dernière. Donc voilà, donc on est dans le temps 5 heures encore, c'est très gentil. Et donc le bazar et tous ces lieux qui se rattachent autour du bazar font vraiment l'esprit de l'Iran, avec les salons de thé, les hammams. Les bazars, ils prennent surtout leur essor au XIIIe siècle, me semble-t-il, XIIe ou XIIIe siècle, avec essentiellement la route de la soie, puisque les grands plateaux iraniens étaient un passage privilégié sur la route de la soie. Donc il y avait une partie qui s'enfuyait donc vers le nord, donc l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et une autre partie vers Ekbatan, dont mes confrères vous ont parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a aussi l'ancienne capitale Shahréré, qui était la prestigieuse cité des savants. Aujourd'hui, c'est juste un quartier populaire de Téhéran. Voilà, mais on avait cette route qui traversait donc, le plateau iranien, et donc les bazars prirent vraiment leur essor au XIIIe siècle grâce à cette route de la soie. Alors là, je vais vous emmener. Alors, je ne vais pas vous parler, pour qu'on va gagner un peu de temps, des religions. Encore 3 heures, c'est très gentil. Je vais vous amener donc à Esfahan, qui est la capitale de l'Empire perse par excellence, l'ancienne capitale iranienne. Donc Esfahan, Pierre Loti l'a visité en 1904. Il décrivait déjà Esfahan comme le royaume du bleu. Donc je vous montrer quelques photos. Donc le bleu qui vient des pierres du lapis lazuli, avec des couleurs azur et outre-mer. Jean Delafoy, qui était archéologue, a visité l'Iran en 1881 et décrivait dans la revue
dans la revue du Monde, elle décrivait Esfahan comme cette moitié du monde, cette merveille des merveilles, cette rose fleurie du paradis, l'idole des poètes persans. Alors je vais vous montrer quelques photos donc d'Esfahan. Alors on dit Esfahan en persan, on dit Ispahan en français. Voilà, donc quelques photos de cette place, de ces mosquées, de ces palais. Donc avec des vases d'albâtre, avec ces moukarnas qui sont des stalactites. Ici vous les voyez, les iwanes, les minarets. Donc tous ceux qui connaissent l'Iran, ils connaissent forcément Esfahan et la place d'Akhtedjan. S'ils ne connaissent pas l'Iran, il faut vraiment aller à Esfahan. Voilà. Avec des mosaïques magnifiques, des fresques qui montrent toute la grandeur de l'Empire perse. Et peut-être finir par quelque chose aussi qui est très intéressant en Iran. Je suis autorisé. C'est... On est passé à une seconde. C'est les jardins. Alors, les jardins... Voilà. Ils prirent leur essor en fait avec le zoroastrisme. En fait, qu'il y avait... alors déjà, les premiers jardins de l'époque achéménide, je crois, si vous me confirmez. Achéménide, on dit Achéménide. Remonte exactement au 7e siècle avant notre ère. Et donc, il s'est divisé en 4 sections pour représenter les 4 éléments, donc la terre, l'air, la terre et le feu. Et donc, le jardin persan était censé représenter la sérénité. Donc, c'est le mot sarfa en arabe. Il devait, voilà, quelque chose de serein, de calme pour se retrouver. Et souvent, il s'était construit dans des oasis avec des déserts alentours. Et les jardins persans, c'est une des rares choses que les Iraniens ont concédé aux révolutionnaires, donc à l'ayatollah Khomeini. C'est finalement de spolier les bourgeois iraniens de leur demeure et donc de leurs jardins qui sont devenus aujourd'hui jardins publics. Et donc les Iraniens adorent se retrouver dans les jardins pour des séances de barbecue. Donc vous avez voilà, l'eau qui est censée, donc les bassins qui sont censés être les miroirs du ciel, avec des roses. Donc ça c'est à travers un vitrail d'un palais. Donc les amoureux viennent s'y retrouver. C'est un petit peu leur paradis terrestre. Hop, on vient y jouer. Donc ça on est au Kurdistan iranien. Toujours au Kurdistan iranien. Voilà, donc les journées elles sont très très chaudes, donc il n'y a pas grand monde dans les jardins. Et dès que vient 5 heures de l'après-midi, ils se remplissent d'une foule hétéroclite. Et en fait chacun amène donc un tapis, un soffret qui est un peu une nappe, son thermos, sa nourriture, et en fait chaque tapis lui met son second chez soi. Voilà. Et il y a vraiment une hospitalité assez délurée en Iran. Moi je fais une conférence il n'y a pas très longtemps, c'était dans la région parisienne, un palais de congrès, et en fait tout le monde s'est entendu dire en fait que finalement l'hospitalité, le pays le plus accueillant du monde, c'est l'Iran. Il est difficile de résister à l'accueil chaleureux des Iraniens. Et je voudrais juste terminer, puisque en fait le jardin présente vraiment le goût du paradis, par une petite lecture donc, de la dernière page de mon livre qui a pour sous-titre Récit d'un voyage à la recherche du paradis oublié. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de lieux en Iran qui a trait avec ce paradis. Tabriz, par exemple, la capitale d'Azerbaïdjan oriental, dont on a parlé précédemment, serait l'antichambre du paradis. Les jardins représentent l'avant-goût du paradis. À Cachan, il paraîtrait, donc la ville des roses, il paraîtrait qu'il y a un puits qui donnerait accès à ce paradis terrestre. Donc voilà, tout le temps on a situé ce paradis donc, au moins de cette région du monde, si ce n'est en Iran.
donc voilà, une petite lecture. Certains voyageurs ont dit d'avoir trouvé en Iran, ont dit d'avoir trouvé donc le paradis en Iran, d'une part parce que situé en Orient, dans cette région historique proche de la Mésopotamie, mais tout autant par une multitude d'indices. Donc tous se rappellent avoir entendu parler d'un des puits de Cachan qui donnerait accès à ce paradis, d'Ispahan qui a serait son image, de Téhéran qui abriterait le paradis de la fille du prophète, de l'île de Kish qui prend des airs de paradis le temps d'un week-end, de Shiraz avec son jardin du paradis, et tous les autres aux airs du jardin d'Éden. Puis de paradis en paradis, le voyageur aboutira à Paradis, petit village du district rural de Sarnach. Et si le paradis n'était qu'une chimère, l'Iran aurait tout lieu d'en être l'allégorie quand 5 mots existent pour le désigner dans la poésie persane. En dehors de cette rhétorique, il paraît difficile de trouver de véritable paradis en Iran. Affirmer l'inverse équivaudrait à écouter Poutine vanter l'intérêt d'une élection libre, le sultan Erdogan de viser les droits de l'homme avec Bachar al-Assad et le roi d'Arabie Saoudite philosopher sur le respect des femmes avec Harry Weinstein. Ce serait surtout oublier la réalité du quotidien avec son lot de censure et de sentences plus glorieuses. Pour la majorité des Iraniens, le paradis est de fait ailleurs. Un ailleurs loin de la politique de leurs gouvernants, un ailleurs auréolé de moins de corruption, de contraintes, de difficultés économiques pour plus de facilité et de liberté. Un paradis retrouvé que chacun aimerait garder chez lui, car tous adorent leur pays. Alors, en attendant une nouvelle révolution, le royaume de Perse a mué un royaume de l'hospitalité. Voici la richesse de l'Iran et sa plus grande part de paradis à offrir au monde. Voilà, donc je tenais à terminer ma petite conférence par sa dernière phrase. L'Iran, c'est vraiment le pays de l'hospitalité. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc nous arrivons au terme de ces 3 interventions. La parole va circuler à la demande des uns et des autres, mais moi j'aimerais bien, si vous permettez, de faire 2-3 remarques de profanes, monsieur. D'abord, on a conclu quoi? C'est-à-dire, à mon niveau, je pense que l'humanité c'est un continuum. Et les civilisations, c'est comme les êtres humains. Ils sont jeunes, ils sont adultes, mûrs, vieillissent, ils meurent. Il y en a qui meurent en silence, il y en a d'autres qui transmettent le témoin à d'autres civilisations. Et c'est ça l'humanité. C'est ça l'humanité. Il n'y a pas de civilisation supérieure ni de civilisation inférieure. Il y a une civilisation humaine qui traverse des phases différentes. Et on a occulté, peut-être il y a quelqu'un qui s'appelle Farabi. Farabi, il est musicien, mais surtout, il est le père de la métaphysique. Et si on a eu la chance de recevoir à Tulle Jean-Pierre Faye, il y a quelques années, qui nous a parlé de ce voyage fantastique, la métaphysique de l'Asie mineure à l'Europe. Et c'était grâce à Farabi qu'a commencé la métaphysique. C'est vraie logique dans la vie. Voilà. Sinon, j'ai 2-3 remarques. Bien sûr, vous avez, cher ami, vous avez raconté des choses que vous avez vues avec vos yeux, d'où vous venez. Bien sûr, vous avez le droit, c'est votre... absolument. Mais moi, je voudrais ajouter quand même, les choses ne sont pas si tranchées que ça. Khomeini. Khomeini, je ne pense pas qu'il était le jouet des uns et des autres et était amené pour équilibrer je ne sais pas qui. Il a affrété, il a payé cet avion qu'il a amené à Téhéran et France. Mais il y a une dimension, il n'est pas parfaite, la révolution iranienne n'est pas parfaite. Mais il y a une dimension très importante qui a été occultée, oubliée. C'est la révolution, avant tout, des déshérités. C'est la dimension la plus importante qui dans la pensée. Il faut lire la littérature. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est un autre débat. Il faut voir Ali Shariati, il en parle, hein, qui a été assassiné en Angleterre il y a quelques années. Deuxième chose, la guerre Iran-Irak. Vous avez le droit de dire ça, l'histoire de martyrs pour justifier la présence du régime, mais il ne faut pas oublier que la guerre entre l'Irak et l'Iran a été imposée. Et l'Arabie Saoudite, les États-Unis, etc., ils ont demandé à Saddam d'attaquer l'Iran avec la révolution naissante
hein, et pour épuiser les deux. Et ils ont fourni des armes aux deux. Pendant 10 ans, ils donnaient des armes aux deux. En fait, c'est la France en fait, qui a fourni des armes à l'Irak, quand même. Oui, c'est-à-dire qu'elle donnait des armes aux deux pour qu'ils s'entretuent. Ce qui se passe maintenant. Tout le monde s'entretue, tout le monde s'épuise. Ça, c'est une autre dimension. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'occulter aussi. Il ne faut pas dire que la guerre, c'était ça dans le martyr. Les martyrs, bien sûr, c'est important dans le shahid. C'est important dans la culture. Parce que c'est dû à des... Shahid, le corps est là, mais l'âme est ailleurs, donc dans le paradis. Et puis, le chiisme. Faut pas... Moi, je pense que le chiisme, c'est quelque chose de très développé, très noble. Hein. Je ne suis pas chiite, moi, mais j'ai eu la chance de connaître, de lire. Il ne faut pas le réduire à schisme, à opprimer les gens et enlever les droits de l'homme, etc. Moi, pour terminer, je ne peux pas m'empêcher, je serai d'accord ou non, c'est mon avis, je ne peux pas m'empêcher de comparer ce qui se passe avec l'Iran depuis la Révolution, de ce qui s'est passé avec Nasser, l'Égypte de Nasser. Ils ont combattu l'Égypte de Nasser, alors il n'a rien fait, il a juste voulu amener son pays dans le XXe siècle, XXIe siècle. Moi, je vous invite, juste pour terminer, vous prenez Internet, vous tapez nanotechnologie, Iran. Vous tapez cancer du sein, Iran. Vous tapez don d'organes, Iran. Je ne suis pas iranien. Mais vous allez voir le nombre d'articles et de recherches qui existent. Ce n'est pas parfait, mais il n'y a pas un autre pays au Proche-Orient qui fait autant. Voilà. Et tout ça, que ce soit dans le domaine de l'éthique aussi, tout ça, c'est après la Révolution. Remontons avant, à l'époque du Shah, bon, on peut discuter très longtemps, mais voilà, on est au sujet de l'Iran moderne. Donc voilà ce que je voulais souligner un petit peu. Et alors moi je n'ai rien, j'ai qu'à me répondre, je n'ai rien contre le chiisme, contre le sunnite, le wahhabite, non, c'est juste en fait que... donner une autre dimension. Oui, tout à fait, c'est que c'est bien l'Irak et donc Saddam Hussein en fait. À une époque, Saddam Hussein en fait, le peuple était redevable auprès de Saddam Hussein parce qu'en fait il a accéléré finalement une bonne économie en Irak et je ne parle pas des Kurdes bien évidemment, hein, mais pour la plupart de la population, la plupart des Irakiens en fait, ils étaient redevables à Saddam Hussein. Donc quand Saddam Hussein en fait a voulu déclencher la guerre en fait, parce qu'ils avaient peur en fait que la révolution iranienne s'étende au Moyen-Orient. Et justement ce que vous disiez est très juste en fait, hein, c'est que les Français en tête, on a autant armé l'Iran que l'Irak. Voilà. Du temps de Ricard d'Estaing, ça s'est continué le temps de François Mitterrand. D'ailleurs, un très bon article sur Paris Match, on peut encore consulter l'archive. Et voilà, donc c'est vraiment un enjeu de puissance mondiale. C'est comme les Américains ont mis dehors Mossadegh, voilà, pour la British Petroleum, etc. Voilà, quand il y a du pétrole, de toute façon, on essaye toujours de récupérer un petit peu. Et voilà, c'est vraiment le contexte géopolitique. C'est ce qui s'est passé au Bahreïn, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays dans le monde. Et voilà, le chiisme, c'est Shiat Ali, donc c'est par rapport à Ali, c'est juste une branche de l'islam. Et je parlais des martyrs, en fait, c'est qu'ils n'ont pas fait la guerre en fait, pour avoir des martyrs, non, c'est cette guerre qui a fourni des martyrs, et en fait, le gouvernement utilise ces martyrs comme défenseurs de la foi. Voilà. Et typiquement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Iraniens qui crient haut et fort. Donc ils n'ont pas beaucoup d'argent, la vie économique est vraiment très difficile pour les Iraniens. Et donc ils ne comprennent pas que cet argent, en fait, l'argent du pétrole ou du gaz, parte en Irak. L'ennemi héréditaire finalement. Voilà, parce que le gouvernement dit, parce que la religion est en danger en Irak, donc il faut sauver la religion. Donc c'est toujours là pour la religion, et donc l'argent il part en Irak et ils n'aident pas les Iraniens. Voilà. Et on utilise ces martyrs en fait pour continuer. Voilà. Mais c'est un point de vue. C'est un point de vue parce que ce que je voulais dire, même le régime irakien, pourquoi vous voulez que les deux s'entretuent? Parce que même le régime irakien de Saddam est dérangé, parce qu'il est entré au progrès. Moi je vais vous dire quelque chose. Cabrol a fait une transplantation cardiaque en 1968 à la Pitié-Salpêtrière à Paris. La même année, l'Irak a fait une première transplantation cardiaque aussi.
et qui sait ce que c'est transplantation cardiaque, qui fait du post-care, c'est-à-dire à quel degré le pays doit être développé pour pouvoir faire ça. Et ce progrès-là du pays, l'Irak, l'Égypte, l'Iran, la Syrie, la Libye, etc., dérange. Et ça explique beaucoup, bien sûr, c'est géostratégique, géopolitique, qui explique beaucoup de choses. Voilà. Donc je vais passer la parole à professeur Belchahi, puis professeur Asbil. Moi, je ne veux pas parler beaucoup parce que simplement je résume en 2 mots qu'il ne faut pas mélanger le gouvernement iranien et les peuples iraniens. L'honneur de tout ce qui vient, des noms des publications et tout ça vient des peuples iraniens. Le gouvernement iranien, c'est un gouvernement pourri et mensonge. C'est-à-dire tout ce qu'il dit. Regardez par exemple l'histoire de coronavirus. Cette histoire de coronavirus, il est venu par 700 mollahs chinois à Rome. Rome, c'est-à-dire la capitale, disons, religieuse iranienne. Et pendant des semaines, ils l'ont caché. Ils croyaient que grâce à mon Dieu, ça va partir. Et finalement, ils ont vu que les mollahs, ça ne part pas. Et puis bon, on est dans un 2e pays après la Chine, qu'on est attaqué par le nombre des malades qu'ils racontent aujourd'hui. C'est à l'échelle de 50 000, mais ce n'est pas 5 000. Et le nombre de morts, moi hier soir j'avais un interview avec RFI, le nombre de morts, ça dépasse 5 000 personnes. Mais tout, c'est un pays de mensonges. Mais il ne faut pas mélanger les mollahs avec leur gouvernement et leur gouvernance avec les peuples iraniens qui sont des gens très très solides. Toutes les personnes qui sortent de là-bas, ils sont dans les pays à l'extérieur de l'Iran, ils sont des personnalités. Regardez, ils ont l'inventeur de eBay, ils ont l'inventeur de plein de choses qui c'est extraordinairement intéressant à l'échelle mondiale. Mais une fois qu'ils sont en Iran, c'est que parce que le pouvoir, c'est avec les mollahs, rien n'avance. Par exemple, pour payer tout ce qui est pour la religion, c'est la moitié du budget d'État. Mais c'est même pas un 10e du budget de Rome. C'est servi pour l'université. Pour ça que c'est très compliqué de parler du monde iranien en général aujourd'hui. C'est-à-dire l'Iranien intra-frontière. Et ces gens-là, ils sont il y a 40 ans qu'ils sont dans l'asphyxie, ils n'arrivent pas à bouger. Même ils ont perdu tout ce qu'ils pouvaient. Il n'y a que des propagandes. Il n'y a que 2 propagandes et toutes les informations générées soit par les universités dépendantes d'Iran, tous sont des faux. Monsieur Chabi parle de M. Chaliati qui a été tué. Non, il n'était pas tué, il était mort, mais simplement c'était fait comprendre comme ça qu'il était tué. Il y a plein de mensonges, et pour ça qu'on ne peut pas juger actuellement l'état d'Iran, mais simplement il faut choisir à étudier soit gouvernement iranien, et c'est comme les partis communistes soviétiques dans le temps. Il y a 10% et 90%. Et ces 10%, c'est ça qui font mal au monde et aussi au peuple iranien. Et ces 90%, ils sont asphyxiés et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Merci. Monsieur Rasmi. Oui, merci. On ne devait pas parler politique. Mais apparemment, on n'a pas d'autre choix. En fait, la guerre Iran-Irak a été provoquée par l'occupation de l'ambassade américaine à Téhéran. Le moment où l'ambassade américaine a été occupée par les étudiants, il y a eu un problème diplomatique. On sait 444 jours, les otages américains ont été en otage. Le gouvernement, après, il a soutenu l'acte étudiant révolutionnaire. Après un mois, on a constaté qu'il y a un conseil des pays arabes pour défendre les intérêts des pays arabes. Actuellement, on dit le conseil coopératif arabe. Et puis après, 2-3 mois après, même pas, la guerre Iran-Irak a été provoquée. L'Irak, il a attaqué l'Iran. Tous les pays arabes, sans exception, sauf la Syrie,
Jordanie, éventuellement, tous ils ont soutenu Saddam Hussein. L'Arabie Saoudite, eux-mêmes, ils ont financé à l'auteur de 90 milliards de dollars pour cette guerre-là. L'Iran était tout seul. Aucun pays occidental n'a pas aidé l'Iran. La plupart des pays occidentaux, même, ils ont été dans une situation qui transmettrait des informations aux Irakiens. La guerre Iran-Irak a été continuée pendant 8 ans. Des deux côtés, les Iraniens et de l'autre côté irakien et le pays arabe. Et le financement, on sait bien, grâce à la guerre Iran-Irak, l'économie du pays européen a été sauvée. Mais dans cet esprit-là, il a été créé une haine entre le monde arabe et les Iraniens. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde arabe. C'est-à-dire aussi on dit dans le pays arabe à l'époque, l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Égypte, le Yémen, à l'époque, le Yémen était Ali Ben Saleh, qui a bien soutenu Saddam Hussein, c'est un ami de Saddam Hussein. Et après, de l'autre côté, même Kadhafi, il a soutenu Saddam Hussein. C'est-à-dire tous les pays arabes, sauf la Syrie, ils ont soutenu. Mais après la guerre, après, c'est-à-dire le moment, les Irakiens, ils ont attaqué le Covid, les Américains, les Saoudiens, ils ont demandé aux Américains, voilà, sauvez-nous, sinon demain, Saddam Hussein, il va nous attaquer. Les Américains, les Saoudiens, ils ont payé aux Américains, et les Américains, ils ont attaqué l'Irak. C'était en 2003. Le moment où l'Irak a été tombé, évidemment, les majorités en Irak, c'est chiites, c'est les chiites, ils ont pris le pouvoir. À l'époque, l'opposition, Saddam Hussein, c'était les Kurdes et les chiites, ils ont été soutenus par les Iraniens. Et finalement, un gouvernement pro-iranien a été instauré en Irak. Eh bien, ce n'est pas dans l'intérêt du monde arabe. Ce n'était pas dans l'intérêt de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui avait déjà payé 90 milliards de dollars et il avait perdu tous ces investissements. Tous les pays arabes qui ont investi pour une guerre contre l'Iran, ils ont perdu. Et puis le Soudan, tout. Dans cet esprit-là, on a vu, il y a des réactions. Cette réaction était quoi? Saddam Hussein, après, il disparu, était disparu par les Américains. Et puis, on avait Kadhafi qui a été victime de problèmes que vous savez très bien. L'Égypte, il a perdu le pouvoir. Après, il y avait une révolution, coup d'État, tout ce que vous voulez nommer. Et de l'autre côté, nous avons, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite a perdu sa légitimité de leadership dans le monde arabe. Et cet esprit-là, il a donné un pouvoir à l'Iran de se trouver dans le scène international et aussi dans la région. Et c'est aujourd'hui qu'on parle sur la guerre Iran-Irak, ce n'était pas une guerre entre deux parties, c'était une guerre qui a été imposée par le monde arabe, a été soutenue par les Occidentaux, contre une révolution qui vient de s'installer. Même déjà le pouvoir révolutionnaire n'était pas installé, il y avait un gouvernement provisoire. Et dans cet esprit, ce n'est pas le monde arabe, ce n'est pas l'Occident, c'est le peuple iranien, ils ont perdu tout leur espoir pour arriver à une réforme, pour arriver à une révolution, pour arriver, c'est ce qui s'appelait la liberté et l'indépendance. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé ni leur liberté, ni leur indépendance, ni la République islamique qu'ils souhaitaient. Voilà. Merci. Alors maintenant, donc, ça peut durer très longtemps, mais chacun s'est exprimé, c'est très bien comme ça. Alors, donc, à la demande des uns et des autres, la parole circule. Et
pouvez poser des questions ou vous donner des commentaires. J'avais une question à poser par rapport à la mer Caspienne, que je vous voyais tout à l'heure sur la carte. Vous ne pouvez pas venir ici. Alors, Parce que Non, il y a un sans fil. il y a sans fil. Oui. Ça marche pas sans fil. Tenez, si vous voulez bien. Allô, oui. Peut-être rallumer les lumières, non? Oui. je voulais juste savoir pourquoi en Iran on appelle cette mer Khazar et pourquoi ça s'appelle Caspienne. Alors, quelle est la différence? Est-ce que c'est le mot d'où il vient ce mot? Voilà. Je ne sais pas à qui je peux poser cette question. Alors, la mer Khazar, il a le mot la mer Caspienne, il a deux autres noms aussi. Les Iraniens, ils le disent Mazandaran, une partie. Il y a certains, à l'échelle internationale, on le dit Caspienne, mais dans l'histoire aussi, il y a le peuple Khazar qui est dans le nord-ouest plus haut de Daghestan. Alors, c'est le peuple Khazar. C'est que finalement, pour ça qu'il s'est appelé par région. Les Iraniens, parce que Mazandaran, c'était la satrapie de Mazandaran qui était là. Et après, Khazar, c'était le peuple Khazar au nord-ouest de Caspienne. Et Caspienne, c'était le nom ancien qui s'est existé. Et à l'échelle internationale, ils préfèrent, normalement c'est reconnu, dans tout le plan géographique, mer Caspienne. Voilà, c'est pour ça qu'il y a trois noms différents qui est utilisé, un qui est à l'échelle internationale. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Colasson. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à dire qu'effectivement, l'accueil en Iran, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le patrimoine, c'est exceptionnel. Cette population d'une gentillesse incroyable. Donc, si vous avez l'occasion d'aller en Iran, allez-y. Première chose. La seconde chose, je voulais vous parler un petit peu du culte des morts. Genre, je tombais un petit peu parce que je suis un peu fatigué. Est-ce que vous en avez parlé ou est-ce que vous n'en avez pas parlé? On a parlé pas des cultes de mort, c'est-à-dire de tout ce qui s'appelle shahid martyr. Mais il y a les cultes de mort dans les histoires anciennes perses Oui. qu'on n'a pas parlé. Mais on a parlé des morts dues à la guerre. Non. Le culte des morts dans l'ancienne Perse, vous voulez dire deux ou trois mots, à moins que ce soit pas du tout de votre Non, spécialité. c'était bien, mais on n'a pas parlé. Si vous avez. Est-ce que c'est par rapport aux Zoroastriens ou pas du tout? Oui, c'est ça, tout ça. D'accord. Oui. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Non, ou... moi je peux dire si vous voulez. Et oui. D'accord. Alors c'est que dans la religion, comme j'ai montré dans les photos avant, simplement les grandes personnalités qui étaient enterrées avec leurs bijoux et tout ça. Et les peuples en général n'étaient enterrés qu'à l'échelle de très peu de terre, simplement pour que les autres animaux ne le mangent pas. Mais finalement, après Zoroastre, ils ont décidé qu'il faut garder la terre propre. Et le fait que ces gens-là, enfin, pour une maladie, qu'ils sont décédés, alors si on l'enterre, ça veut dire qu'on va salir la terre. Et le fait que l'eau est salie aussi en même temps, et les gens normalement toujours à côté des micro-villages qui existaient, à ce moment-là, l'eau était contaminée aussi. Du coup, ils décidaient de la ramener dans les hautes montagnes. Il y avait des endroits qui s'appelaient Dasma, anciennement, mais même ça restait maintenant. C'est-à-dire que c'était équivalent d'une cercle qui construisait dans les 1000 mètres, 1500 mètres ou même toujours par rapport à leurs habitats, très très haut, et ils déposaient les cadavres, enfin les gens morts. Et après, finalement, ils les laissaient aux oiseaux, Aux vautours essentiellement. qui est, voilà, autour et tout ça, pour le manger. Alors, celle-là, ça existait jusqu'au ces derniers temps, jusqu'avant la dynastie pahlaviite, à l'époque Qajar. Mais à ce moment-là, le fait que
avec le peuple qui a été augmenté, enfin après ce genre de choses, pour homogénéiser les cérémonies et tout ça, ils ont décidé d'éviter au maximum, mais le fait que les Perses, les Zoroastriens aussi, ils ont quitté, et avec la difficulté qu'ils ont eu après Safavides de l'Iran, plus vers l'Inde, à ce moment-là, cette façon de ne pas enterrer, de la garder dans le culte de mort, c'est disparu. Mais ça restait quand même, jusqu'au 1860, chez un peuple afghan qui s'appelait, les autres l'appelaient les Kafars, les Kafaristans, qui est devenu Nuristan. Eux aussi, jusqu'au 1860, ils n'enterraient pas leurs défunts, ils le mettaient dans les hautes montagnes, à l'air libre, pour qu'ils disparaissent, et après ils ramassaient l'ossement et ils le mettaient à côté, dans une pièce, dans une boîte, et toujours ça restait comme ça. Et ces gens-là s'appelaient, vous pouvez le regarder, Kafaristan dans Internet, ou Nuristan, et vous pouvez tomber sur l'histoire de la civilisation de ces gens-là qui, jusqu'au ces derniers temps, à côté des Zoroastriens, enfin, il était un petit peu Zoroastrien parce que tous leurs rites, ça ressemblait aux Zoroastriens, les cultes zoroastriens. Alors, cette culte de mort de haute montagne, c'était pour les Zoroastriens et les Kafaris ou Kafaristan, qui maintenant s'appellent Nuristan. Et c'est presque en train d'être. Enfin, sauf en Inde qui reste, mais en Iran, il y a dans 2 endroits qui toujours encore persistent. En fait, il y a beaucoup de temples zoroastriens, si vous me permettez de compléter, à Yazd notamment. Et en fait, le culte des morts, donc c'était sur une petite colline, pas forcément très très haut, mais un lieu un peu plus élevé que le commun des mortels. Donc c'était un cercle, donc on mettait le mort, il y avait un prêtre qui était là pour assurer que tout se passait bien. Donc c'était les vautours essentiellement qui venaient manger le cadavre. Et le prêtre surtout, il surveillait une chose, c'est que à quel œil le vautour s'attaquait en premier. Donc si le vautour s'attaquait à l'œil droit, le mourant avait droit au paradis. Et donc pour le coup, la famille pouvait partir plutôt heureuse de cette bonne augure. Et s'il attaquait à l'œil gauche, pour le coup, ça n'augurait pas de bonnes choses pour le défunt. Il reste quelques tours, on appelle ça les tours du silence en Iran, notamment autour de Yazd. Il reste très peu de Zoroastre en Iran. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour. Parce qu'en fait, ils doivent se marier. C'est une obligation pour les Zoroastres. Donc la jeunesse iranienne a besoin de plus d'émancipation. Et puis surtout, de se marier entre eux, en fait. Voilà, on appelle ça une religion fermée. Voilà. Ils ne peuvent pas se marier avec un membre d'une autre communauté. Et donc finalement, les Zoroastres décroissent très fortement en Iran. On estime qu'il reste que 30 000 Zoroastres en Iran. Et par contre, à cause de l'islamisme montant dans d'autres pays arabes, on détecte quand même une montée du zoroastrisme dans ces autres pays, bizarrement. Voilà. Donc il y en a encore un petit peu en Inde, là, autour de Bombay. Et donc les Zoroastres, voilà, ils s'enterrent, comme vous disiez, c'est justement, hein, ils n'enterrent pas leurs morts, justement. Et donc c'est le char et sa paladie, en fait, pour lutter un petit peu contre tous ces traditions un petit peu arriérées selon lui. Donc il a interdit les tours du silence, donc il a interdit ces vautours. Je ne suis pas ornithologue, mais pour le coup j'espère que les vautours vont essayer ailleurs. Et en fait aujourd'hui les Zoroastres sont enterrés, et pour ne pas polluer la terre, parce qu'il y a toujours cette notion, comme vous disiez, en fait ils sont enterrés dans des sarcophages de béton. Alors c'est que vous avez mentionné l'histoire de marier entre eux, parce qu'il y a un phénomène très très bizarre en Iran. Si les Zoroastriens se marient avec un chiite, par exemple, à ce moment-là, si la personne qui, par exemple, fille ou garçon, il décide, il peut hériter tout l'ensemble des biens de la famille. C'est pour cette raison-là que ces gens-là, ils ne se marient pas avec, en dehors de... Et c'est arrivé souvent que ces gens-là, pour des raisons de l'amour et tout ça, qu'ils sont mariés avec fille avec un garçon, et ce garçon, finalement, il savait, par un moment-là, qu'ici, il dit que voilà, ma femme va devenir musulmane, à ce moment-là, tous les biens, il peut le confisquer. Et c'est légal en Iran. C'est qui confisque, attendez, j'ai pas compris. Non.
Par exemple, moi, je suis zoroastrienne. J'ai 5 enfants. Un, par hasard, il va se marier avec quelqu'un. Bon, obligatoirement, enfin, ça peut être sunnite ou chiite. Parce qu'en Iran, ou chrétienne, par exemple. Il n'y a pas de problème avec les chrétiennes. Il n'y a pas de problème avec les sunnites. Mais s'il se marie avec un chiite, à ce moment-là, ce chiite, avec son mari ou sa femme, il peut décider que voilà, moi si je deviens musulman, je peux avoir tout l'ensemble des biens de mes parents. Que à moi, et les autres sont déshérités. Et c'est comme ça qu'il y en a beaucoup en Iran. Et c'est la raison qu'ils essayent de ne pas se marier avec, enfin, ils se marient entre eux, ou ils se marient avec les extérieurs, avec les chrétiennes, avec les juifs, avec les hindous ou d'autres personnes. C'est un petit peu ça, c'est aussi, en plus, c'est la raison. Et nous avons, moi je suis au courant, au moins une dizaine de cas et dossiers comme ça, la famille, ils sont perdus tout, parce que les gamins, ils n'ont pas le droit de même aller de réclamer quelque chose. Très bien, merci beaucoup. Alors, une toute dernière question, s'il y en a. Profitez-en. C'est pas tous les jours à Tulle. Allez-y. Allez-y. C'était par rapport aux langues. Vous avez parlé tout à l'heure de langue. Vous parlez d'abord de l'Iran, iranien, la langue iranienne. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est des langues iraniennes, et vous n'avez jamais évoqué la langue persane. Si on parle de langue iranienne, c'est-à-dire la région qui concerne la culture et civilisation de l'Iran, si on parle de persane, c'est-à-dire dans la géographie de géographie de l'État iranien. Ça veut dire que les Azerbaïdjanais, par exemple, moi je suis née à Tabriz, je suis absolument une persane, donc je parle le persan, et je parle aussi le azari, donc je ne vois pas quelle différence, parce que azari fait partie des langues iraniennes, le persan effectivement est la langue officielle du pays. Mais alors, c'était ma question, quelle différence vous faites entre les deux? Alors, comment vous le situez? Il n'y a pas de différence. Comme nous l'avons déjà indiqué, je vous avais dit, c'est dialecte. Malgré si on parle, on dit voilà, c'est une langue, encore, c'est d'autres choses. On dit, on a de langue kurde, on a de langue turkmène, on a de langue Turkménistan, au sud de l'Iran, on a des arabes. Mais on ne dit pas qu'ils parlent arabe, on dit qu'ils sont arabophones. En Azerbaïdjan, on ne dit pas qu'ils sont turcs, on dit qu'ils sont azaris. C'est pour ça que j'avais expliqué, de toute façon, même j'ai fait une comparaison avec la situation de la France. Dans ce cas-là, c'est eux-mêmes, c'est-à-dire les Azaris, ils ont déjà leur dialecte. Et c'est pour ça. C'est-à-dire, moi, j'avais évoqué, même avant la géographie, à la période de Reza Shah, qui avait déjà construit un État. C'était la période même avant Safavid, parce que vous savez, Safavid était déjà dans une période, il n'y a pas d'État qu'on ne pourra pas avoir en Iran un État étatique qui gère la situation, puisqu'il y avait un problème entre chiites et sunnites, entre les Iraniens et les Turcs, c'était à l'époque ottoman, et puisque pour arriver à une guerre légitime, Safavid, ils ont été obligés d'imposer la situation politique de l'Iran à une religion chiite. Et c'est pour eux, ils ont, après, à la période de Safavid, ils ont imposé une langue officielle. Et à partir de là, on n'a pas vraiment la difficulté et des différences.
Merci, M. Razmin. Il y a M. Massoud qui souhaite dire un petit mot. Voilà, simplement pour les... D'accord, très bien. Alors, en 2 mots. Pourquoi l'Iran? C'est dans l'histoire académique, toujours on parle de langue indo-européenne, et il y a une branche langue indo-iranienne. Et langue iranienne, ça prend pas mal de langues, ça veut dire que si on prend les montagnes de Pamir, si on prend la Chine, c'est Khotali. Il y a les langues pamiriennes, il y en a 7. Après, il y a les Sordia, les langues, c'est la langue de Samarkand, de Bukhara et tout ça. C'est lien dans les langues Pashtun et c'est lien, enfin dans tout, jusqu'à Azari. Malheureusement, de toutes les langues différentes, de sub-dites langues à la famille des langues iraniennes, toutes les langues comme kourde, comme baluchi, comme tous, ils sont survécus. La seule langue, à cause des problèmes des Safavides qui s'est un petit peu disparu, qui est resté très très peu encore rudimentaire, à l'échelle rudimentaire des mots, c'est la langue azari. Parce que la langue azari, c'était mélangé avec l'arabe et avec... finalement, tu as vu une langue très complexe, celle qui actuellement on l'appelle turc. Langue turque, les Turquie, c'est pas une langue, c'est une dialecte qui mélange comme les Urdu. Mais bon, finalement, dans le langage académique, tout c'est la langue iranienne, indo-iranienne, de Chine jusqu'à la Turquie. Mais dans le langage populaire, pour dire la langue qui est utilisée dans l'Iran s'appelle persane, langue qu'on utilise en tadjik, on dit avec prononciation tadjik ou dari en Afghanistan et tout ça. Mais en gros, ça c'est parmi nous, les gens les parlent comme ça des langues différentes, mais tous on parle de la même langue, c'est langue indo-iranienne. C'est les branches iraniennes de pas mal de langues depuis millénaires. Merci. Donc, ainsi s'achève cette belle soirée. Merci de votre présence. Merci la médiathèque. Juste une chose, la médiathèque a réalisé une captation vidéo de cette conférence, ainsi que la rencontre qu'on a eue le jeudi 12. Et ils seront en ligne sur le site de l'AGLO. Ou de la médiathèque. Le site de la médiathèque. Oui, ce sera dans les jours à venir. C'est pas tout de suite. Voilà. Merci encore. Merci nos orateurs, les 3, qui ont honoré l'association France Proche-Orient, honoré la médiathèque de leur présence. Et si vous voulez continuer le voyage en Iran et à travers la Perse, à travers les siècles et les écrivains, parce qu'il y a beaucoup de citations des écrivains des siècles précédents, voilà, vous avez mon livre en dédicace si vous le souhaitez. Belle soirée.